Librement inspiré, épisode 2, l'hôtel de Johnstown, partie 1. Washington DC, aux États-Unis, le 12 novembre 1978. La porte capitonnée empêchait Jackie Spear de comprendre distinctement les mots que le député Leo Ryan faisait fuser dans le bureau attenant au sien. Il s'exprimait cependant avec suffisamment de virulence pour que les intonations les plus graves de sa voix rendissent impuissant le filtrage du capitonnage. Elle entendit même le bruit sourd du combiné qu'on écrasa avec force sur son socle pour raccrocher. Jackie, intimidé comme si le combiné violenté avait été l'un de ses plus proches parents, baissa les yeux et fit semblant d'être absorbée par l'océan de paperasse qui se prélassait devant elle. Elle ne put réprimer un petit sursaut de surprise quand la porte, complice de l'indiscrétion, s'ouvrit à la volée. Le député Ryan, homme large et bien bâti, dont les 53 ans étaient trahis par des cheveux poivre et sel, restait immobile dans son ouverture. Sa face était cramoisie de colère, ses yeux révulsés. Jackie lui adressa un sourire timide, et Léo parut soudainement se dégonfler comme un ballon de baudruche qu'on aurait mal noué. Tout son corps, raidi par la tension, sembla se relâcher instantanément. La tête d'Odelina en décrescendo comme une balle de tennis agonisante dans ses derniers rebonds, ses épaules chutèrent comme un glissement de terrain brutal, et quelques bourrelets se payèrent même le luxe de pointer le bout de leur gras sur un abdomen auparavant parfaitement contracté par l'emportement. « Oh, Jackie, je suis un monstre. Nous sommes dimanche, bientôt 8h du soir, et je vous retiens encore ici, » dit Léo, dont toute l'architecture corporelle n'exprimait désormais que ruine et effondrement. Jackie eut un sourire amusé. « Oui, je sais, je connais ce sourire. Ce n'est pas vous qui avez une famille qui vous attend les yeux rivés sur l'horloge, trépignant d'impatience tout en fignolant les derniers préparatifs d'une remontrance orchestrée bien sentie. » Jackie riait maintenant franchement. « Ah, et puis merde. Oui, je le sais aussi. Je répète tous les soirs la même chose. N'avez-vous pas honte? Mettre un homme face à ces 4 vérités? La douleur que vous lui causez. Quelle affreuse douleur, mais c'est donc vous le monstre !» continua Léo en se mettant à son tour à rire bruyamment. Léo plaisantait sur la rude confrontation à la vérité, alors qu'il en était sûrement l'ambassadeur le plus dévoué. Battant pavillon démocrate, Leo Ryan avait franchi un à un tous les échelons de la carrière politique modèle. Après avoir exemplairement servi en tant que sous-marinier de l'US Navy pendant la Seconde Guerre mondiale, il était passé à la vie de la cité en se faisant élire maire de South San Francisco. Son mandat fut écourté par l'engouement qu'il suscitait, et il se retrouva rapidement propulsé à l'Assemblée de Californie, la chambre basse en charge de la législation de l'État. C'est finalement en 1972 qu'il accéda au sommet de la pyramide du système fédéral américain, en étant investi à la Chambre des représentants du Congrès américain. Le député Ryan cumulait 3 réélections d'affilée, et l'enthousiasme de son électorat ne semblait pas faiblir. Il faut dire qu'il était un élu singulier, iconoclaste disaient certains. C'était de sa qualité même, représentant de la nation, que Léo tirait la substantifique moelle de son éthique et de sa déontologie. Son credo était simple: pour représenter, je dois d'abord comprendre, et pour comprendre, je dois me frotter à la réalité du terrain. Point. Néanmoins, cette philosophie de l'action en agaçait plus d'un au Congrès, qui devait sûrement se sentir coupable de ne pas faire grand-chose d'autre que se tortiller sur un siège afin de le garder chaud pour le prochain occupant, tout en prenant la peine de marmonner épisodiquement dans un micro pour faire acte de présence. Léo n'y avait de toute façon jamais porté attention, et n'avait surtout jamais demandé la permission à qui que ce soit pour exercer ses mandats comme il l'entendait. Il n'aimait pas le terme, mais c'était un authentique franc-tireur. Son coup d'éclat le plus marquant restait jusque-là son enfermement volontaire pendant 10 jours dans la prison à haute sécurité de Folsom, pour essayer de toucher du bout du doigt ce que ressent un homme privé de sa liberté. C'était en 1970, et Léo dirigeait alors une commission parlementaire californienne, qui enquêtait sur les prisons de l'État. Bien sûr, à l'époque, beaucoup lui avaient reproché de ne faire que de la politique spectacle, et par beaucoup il fallait comprendre l'opposition républicaine, pendant que le camp démocrate, lui, se pâmait en glorifiant l'audace en provenance de ses rangs dans la noble quête de la vérité, alors qu'à l'évidence, démocrates comme républicains, étaient en grande majorité répugnés à l'idée même de devoir cohabiter pendant 10 jours avec ces pervers et dépravés de la prison de Folsom. C'était comme c'était. Les guéguerres partisanes et la mauvaise foi militante continuaient de littéralement faire la loi. La jeune Jackie Spear, âgée de 28 ans, avait appris à connaître l'homme derrière le masque politique, et elle n'avait découvert qu'un peu plus de sincérité et d'intégrité. Quand elle avait annoncé à ses parents qu'elle comptait se lancer dans la politique, elle avait eu droit à la panoplie complète,
Les soupirs condescendants, les ricanements moqueurs, les regards implorant un plafond indifférent, le laïus sur la jeunesse qui rêve, que ce n'est qu'une phase, que ce n'est pas grave, que ça finira bien par passer, que resserre-moi un verre s'il te plaît chérie. La conversation s'était bien évidemment soldée par l'énervement de tous, par tous et pour tous. Chacun campant sur une position en la vociférant le plus fort possible pour ne surtout pas entendre celle de l'autre, et prendre le terrible risque d'entamer une remise en question nuancée. Jackie avait fini par claquer la porte, en lançant à ses géniteurs qu'ils lui avaient certes donné un nom en hommage à la première dame Jackie Kennedy, mais qu'elle ne se résumerait pas à être un faire-valoir superficiel qui salue béatement la foule en tailleur Chanel. Si elle avait été à l'époque fière de sa sortie théâtrale, elle se sentait aujourd'hui un peu honteuse d'avoir embarqué une femme au deuil impossible, qui n'avait rien demandé, dans ses récriminations. Ses parents avaient formulé une opposition de principe. Les amis de Jackie, eux, s'étaient inquiétés du monde de fumier et de charogne dans lequel elle voulait mettre les pieds. C'est plein de menteurs et de salauds hypocrites, la politique, tu sais, lui avait-on doctement exposé, comme s'il s'agissait là d'une déclaration sagace qui aurait mérité d'être encadrée ou citée. Vrai ou faux, monde de salopards ou non, qu'importe, puisque la Providence avait décidé de mener Jackie Spear à Léo Ryan, et chaque jour elle la remerciait pour cela. Jackie n'était certes qu'une simple assistante, mais Léo l'impliquait dans tout, comme si elle eût elle-même été une élue. Ensemble, ils avaient ferraillé avec passion dans des causes toutes plus différentes les unes que les autres, de la chasse aux phoques au manque de transparence de la CIA, mais toujours avec ce même engagement pour la probité, la justice et la vérité. Le dossier chaud du moment, Jackie l'avait sous les yeux. « Bon Jackie, je me sens vraiment coupable de m'accaparer votre soirée. On fait un rapide débrief et on ferme boutique, » dit le député en reprenant son sérieux. « Léo, avec qui étiez-vous au téléphone pour vous énerver comme ça ? » « Oh, rien d'important, je vous en parlerai plus tard. »« Léo. »« On en parlera plus tard, vous dis-je, ce n'est pas le sujet maintenant. » Jackie restait une subordonnée et elle savait qu'il ne fallait pas faire la fronde aux rares moments d'autorité inflexible de son supérieur. « Bien, je vous fais une récapitulation sommaire de la situation ?» enchaîna rapidement Jackie pour faire disparaître ce petit moment de gêne. « Je vous en prie, » répondit Léo, s'asseyant sur le rebord du bureau de son assistante en se grattant l'arrière du crâne pour signifier qu'il était prêt à engager une intense réflexion. Eh bien, à vrai dire, les lignes n'ont pas bougé. Le même statu quo. Le département des Affaires étrangères refuse de sortir de sa complaisance. On a près de 1000 citoyens américains en pleine jungle du Guyana, sous la coupe de ce Jim Jones, dans son village éponyme de Johnstown. Aucun moyen de savoir s'ils vivent dans des conditions dignes, et surtout s'ils sont libres de regagner le sol américain s'ils le souhaitent. Enfin si, on en a. Il y a ces films remplis de joie et d'allégresse de la vie là-bas, que le temple du peuple fait parvenir aux fidèles qui sont restés ici, mais on les suspecte à l'évidence de n'être que de la pure propagande. Et la série d'articles dans le San Francisco Examiner, révélant les dérives du temple, toujours aucun retour du département concernant cela, j'imagine. De même pour les recours de l'association Parents Inquiets. Léo connaissait personnellement le père d'un des anciens membres du temple, Bob Houston, qui avait été retrouvé inanimé et mutilé à proximité d'un chemin de fer. L'enquête, bâclée, n'avait pas élucidé les circonstances exactes du décès, et l'éventuelle implication du temple du peuple n'avait jamais été éclaircie. Ce qui pour beaucoup n'avait été qu'un simple fait divers morbide qu'on survole d'un œil distrait sur la dernière page des quotidiens, avait été pour Léo le véritable déclencheur de son obsession pour le temple du peuple. Depuis, les témoignages d'anciens membres ou de proches de membres actuels, réunis autour de l'association Parents Inquiets, s'accumulaient pour former un ensemble qui devenait chaque jour un peu plus préoccupant. Non, ils continuent de faire la sourde oreille et de nous opposer le premier amendement. Ils ne veulent rien savoir. Le temple du peuple a le statut d'église, vous savez bien ce que signifie une protection constitutionnelle. Et puis il ne faut pas oublier que le révérend Jones a le bras bien long. Si Moscone occupe aujourd'hui la mairie de San Francisco, c'est grâce au vote de ses fidèles. Oui, et bien sûr, les autorités du Guyana ne risquent pas de broncher non plus. C'est bien trop arrangeant d'avoir 1000 Américains qui s'établissent pile sur une frontière contestée par le Venezuela. Si les Vénézuéliens se découvrent soudainement des velléités d'expansion militaire, notre armada devra intervenir pour protéger nos nationaux, faisant ainsi par la même occasion le boulot à la place du Guyana. Vous parlez, c'est un véritable don du ciel pour eux. Enfin, y a-t-il une autre issue que de se rendre nous-mêmes sur place pour voir de quoi il en retourne, Jackie ? Il ne me semble pas, non ? C'est notre seule victoire. L'exécutif est toujours d'accord pour nous financer le voyage, à titre de simple visite parlementaire. Bien, nous partons mardi. Nous contacterons demain quelques journalistes pour nous accompagner. Je n'ai pas évoqué la présence éventuelle de tiers au département. Le 4e pouvoir a toujours voix au chapitre. Ils accepteront, balaya Léo d'un revers de la main. La décision était prise.
Rien ne le ferait désormais plier. « Un service de protection, peut-être » se permit timidement Jackie, sachant pertinemment la réponse qu'elle obtiendrait. « Non, hors de question que je me présente menaçant devant ces gens, surtout s'il s'avère qu'ils ont besoin d'aide. » « Bien, Jackie, 8h30 passées, je pense que nous avons suffisamment tiré sur la corde, rentrons chez nous. » Léo avait déjà enfilé son long manteau d'automne, et il se dirigeait maintenant vers la porte de sortie en nouant son écharpe. Il s'apprêtait à adresser un dernier salut à son assistante, qui était toujours vissée à son bureau, quand celle-ci le prit de court. « Léo, vous m'aviez promis de me parler de cet appel. » Elle craignit immédiatement de voir le député s'exaspérer de devoir lui réitérer son refus. Il n'avait après tout rien promis du tout. Il n'en fut rien. Léo prit au contraire un air contrit et se confessa immédiatement. Un membre du Temple du Peuple, un certain Larry Layton, qui m'a appelé depuis le Guyana. Il est à Johnstone avec toute la communauté, et... il m'a menacé en me disant que ça pourrait mal tourner pour moi si je me présentais là-bas. Sortit Léo d'une traite, comme on arrache un sparadrap d'un coup sec pour abréger la douleur. Jackie lui trouva un air de grand enfant penaud pris sur le fait, qui ne semblait attendre qu'un pardon. Ce dernier ne venant pas, il continua en bafouillant. « C'est vrai que j'aurais dû tout de suite vous le mentionner, Jackie. Vous savez, si vous appréhendez maintenant le voyage, vous pouvez toujours vous désister. Mais sachez que cette menace grotesque ne visait que moi. Vous ne serez pas en danger, je vous le garantis. » Il fallait tout de suite m'en parler, Léo. Cela vient juste d'achever de me convaincre de me rendre à Johnstone avec vous. Ils se sourirent. Au-dessus de la jungle, au nord-ouest du Guyana, le 17 novembre 1978. Les deux bimoteurs Cessna 340 traçaient de grands cercles inclinés au-dessus de la forêt tropicale, comme les oiseaux de proie tournoient en cherchant les courants ascendants pour porter leur lourde et large envergure. Encerclés par une végétation primaire verdoyante, s'étalait une cinquantaine de baraquements aux toits en tôle grise. Un kolkhoz qui avait grignoté et défriché un carré de jungle. « Messieurs, dames, sur votre gauche, le petit paradis de Johnstown !» signala le pilote du Cessna, comme les pilotes savent si bien le faire, c'est-à-dire sans articuler. Léo Ryan observait la fameuse terre promise derrière Cereban Aviator. C'était donc là que le révérend Jones avait mené son groupe de fidèles en exode. Le Temple du Peuple était initialement une simple petite église pentecôtiste, née en 1955 à Indianapolis. Bridé par le conservatisme indécrottable de l'Indiana, Jim Jones avait embarqué son temple dans les années 70 en Californie, d'abord à Ukiah, puis à San Francisco, giron des mouvements contestataires. Il y avait trouvé un terrain fertile pour prêcher le gospel social égalitariste dont il avait toujours rêvé, et qui avait fini par réunir plus de 3000 fidèles. Si la contre-culture des années 60 avait été placée sous le signe de l'espérance et de l'optimisme, l'ambiance générale s'était particulièrement dégradée dans la décennie suivante. L'inquiétude et l'angoisse de voir cette flamme à peine allumée déjà s'éteindre hantaient tous les esprits. Jim Jones, comme un coucou qui reluquerait un nid spacieux et douillet, avait compris qu'il y avait là une place à occuper pour déposer ses œufs. À commencer par la cause noire, qui avait perdu sous une pluie de balles Malcolm X, puis Martin Luther King. Au diable cet insignifiant aléa génétique qui lui avait attribué le blanc. Il s'improviserait héritier du combat. Ce qui aurait pu être considéré comme une entreprise de récupération risible fut au contraire un franc succès. Son temple était aujourd'hui constitué d'une large majorité d'Afro-Américains qui voyaient volontiers derrière cette peau bien pâle une sorte de nouveau Messie noir. Mais Jim Jones voyait plus grand. C'était un nouvel État, une nouvelle humanité qu'il voulait façonner. Une humanité indifférenciée, libre, affranchie du travail, des discriminations et des inégalités. Un peuple fier et soudé, chantant la fin du capitalisme et de l'impérialisme américain en levant le poing. Mais gare aux utopies. La route jusqu'à cet apogée serait enténébrée, pleine d'embûches, et elle nécessiterait un berger pour l'illuminer. Naturellement, le révérend Jones était investi de cette mission. Le député Ryan se souvint de l'un de ses prêches qu'il avait entendu à travers un enregistrement audiovisuel qu'on lui avait apporté. Jones y apparaissait comme à son habitude, impassible, dissimulé derrière ses larges lunettes de soleil rectangulaires. La foule était dans un délire extatique tapageur, et l'on voyait Jones lever la main pour exhiber sa paume à des centaines d'yeux et de corps qui semblaient avoir été soudainement pétrifiés par une gorgone. « Si vous me voyez comme votre ami, je serai votre ami. Si vous me voyez comme votre père, je serai votre père. Si vous me voyez comme votre prophète,
Je serai votre prophète. Si vous me voyez même comme votre Dieu, je serai votre Dieu. Un frisson parcourut l'échine de Léo, et il se dit qu'on retrouvait là tous les ingrédients d'un féroce communisme tyrannique, plutôt que d'une congrégation dominicale pantouflarde. Il continuait de s'étonner que l'administration Carter, qui se passionnait pourtant toujours à tout ce qui aurait pu être estampillé d'un marteau et d'une faucille, persistât dans sa léthargie à l'égard du temple du peuple. Du moins, il continuait de s'en étonner s'il faisait le choix de rester naïf. Si Jones et son temple étaient particulièrement influents sur la vie politique californienne, ses tentacules s'étendaient a priori bien plus loin que les frontières de l'État pour venir enserrer le couple présidentiel lui-même, avec qui il avait eu plusieurs rapports privilégiés. L'homme avait été couvert de tous les honneurs qui forment le socle de l'immunité des puissants. Et ils ont donc décidé de venir s'installer ici. Ils ont en quelque sorte repris à leur compte le rêve de la conquête du continent américain, mais en substituant au libéralisme de nos pères fondateurs leur socialisme agraire. Et ce n'est pas la République socialiste du Guyana qui allait les accueillir autrement que les bras grands ouverts, malgré cette évidente volonté de créer un État dans l'État. Léo, complètement absorbé par ses pensées, n'avait pas remarqué que Jackie avait commencé le petit exposé qu'ils avaient prévu au parterre de journalistes, emberlificotés dans leur matériel d'enregistrement sonore et visuel, qui avait eu grand-peine à s'imbriquer dans les cabines exiguës des deux Cessna. Son assistante et lui s'étaient répartis chacun dans un avion pour accompagner les reporters, et tout ce petit monde communiquait grâce au miracle de la radio. « Léo, vous me recevez ? Je vous laisse poursuivre ?» Le député se sentait mal à l'aise, agité, transpirant, se tortillant dans son siège en cuir qui couinait. Il essaya de se rassurer en se disant que ce n'était là qu'une forme de mal de l'air dont il se découvrait aujourd'hui soudainement atteint, à sa grande surprise, puisqu'il ne comptait plus le nombre de fois où il avait déjà emprunté les airs dans son demi-siècle d'existence. « Oui, merci Jackie. Bien, on vous a fait un bref historique du temple qui s'est installé l'année dernière ici pour vivre leur rêve collectiviste. C'est une véritable rupture dans l'histoire du temple qui a fait le choix de renier sa nation d'origine. Pardon, je ne vais pas répéter ce que Jackie vous a déjà dit. » Les journalistes de sa cabine, interdits, observaient un Léo Ryan fiévreux et remuant qui, décidément, ne trouvait pas position à son aise. Léo ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait perdu son sang-froid. Le moment ne se prêtait guère au charme de la redécouverte. Il se racla la gorge bruyamment et les casques retransmirent sans scrupule ce jaillissement grave et métallique à toutes les paires d'oreilles. Léo crut percevoir quelques discrètes grimaces de douleur sur les visages autour de lui. Il se reprit tant bien que mal. « Bien, excusez-moi. Je souhaiterais simplement rappeler les quelques points que nous avons évoqués hier soir à Georgetown. Nous ne sommes pas ici pour perpétuer un héritage macartiste. Ces gens que nous allons rencontrer suivent une doctrine qu'on qualifiera de communiste pour simplifier la chose. Je ne connais pas vos sensibilités politiques, elles ne m'intéressent de toute façon pas, mais je tenais à dire qu'il n'est tout simplement pas question d'initier une chasse aux sorcières dans cette jungle. Leur installation ici est parfaitement régulière aux yeux de l'administration du Guyana, aussi corrompue soit-elle. » Son auditoire signifia son approbation par de petits hochements de tête dociles. « Deux choses nous préoccuperont, et c'est vers celles-ci que je vous demande de porter votre attention. Ces gens vivent-ils dans des conditions décentes ? Ces gens sont-ils libres de regagner le sol américain si l'envie leur prend ? Les signalements que nous recevons vont dans le sens d'une dynamique, disons-le, autocratique. Je veux m'assurer que Jim Jones ne dirige pas la communauté en despote et que, malgré l'engagement fort de cette population qui s'est séparée de tout, biens et familles, la voie du retour est toujours ouverte. Si certains estiment que ce n'est pas le cas, ils bénéficieront de la protection du Congrès pour être rapatriés, je m'y engage. » La voix de Jackie fit subitement irruption. « Léo, vous allez bien ? Vous savez, il est encore temps de faire demi-tour. » Jackie avait l'espace d'un instant oublié qu'en s'adressant à cette petite boule en mousse noire devant sa bouche, il n'y avait pas d'aparté possible. Elle se maudit pour cet élan soudain et non contrôlé de sollicitude. La plupart des journalistes feignaient d'être absorbés par la vision édifiante de leur paire de chaussures afin d'esquiver l'embarras. L'un des pilotes comprit que c'était son moment pour intervenir et empêcher les esprits de ruminer la gaffe de Jackie en prononçant une autre phrase qui demanderait la mobilisation d'une réflexion totale pour en saisir le quart. « Messieurs, dames, on ne va pas tarder à atterrir à Port Kaituma, situé à moins de 10 km de Johnstown. Oh, regardez-moi ça, je crois bien qu'on a même un petit comité d'accueil à côté de la piste. Et si je puis me permettre, pas mal de nanas qui m'ont l'air bien charmantes. » Un petit attroupement s'était massé à côté de la piste d'atterrissage, et il était effectivement en grande partie composé de jeunes femmes très peu vêtues. Léo ne put réprimer la pensée malfaisante
d'un révérend Jones qui aurait envoyé ses succubes pour accueillir les damnés aux portes de l'enfer. Les deux Cessna entamèrent leur descente.